Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier, à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous vous proposons de retrouver l'interview de François Régis de Cauzan, directeur Investment Properties Industrial and Logistics chez CBRE France. Il était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours pour témoigner de la dynamique du marché de l'immobilier logistique en France. Ce sera donc en première partie d'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la hausse de la taxe sur les logements vacants. Une hausse qui a pour objectif d'adresser un signal prix aux propriétaires. Nous demanderons à Thomas Cormand, fondateur de Wello, mais aussi à Christophe Demerson, président de l'UNPI, si cette hausse de la taxe peut avoir un effet sur la remise en location des logements vacants. Ce sera tout de suite dans Smart Patrimoine. Pour commencer cette émission donc avec les clés de l'IMO, je vous propose de retrouver l'interview de François Régis de Cauzan, directeur Investment Properties Industrial and Logistics chez CBRE France. Il était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours pour nous détailler sa vision du dynamisme de l'immobilier logistique en 2022 et pour 2023. Je pense qu'on a la chance d'évoluer sur un marché qui est sain, en France et en Europe. Il y a des utilisateurs qui sont toujours là, aujourd'hui, pour réorganiser leur supply chain, pour prendre de nouveaux bâtiments, et notamment dans un contexte de verdissement des bâtiments, dans un contexte de on veut des bâtiments plus récents, donc qui potentiellement consomment un petit peu moins d'énergie. Donc aujourd'hui, la dynamique est toujours porteuse, malgré le contexte. On a eu la chance d'avoir le Covid qui, en logistique, a été très porteuse. Bien sûr, oui. Et autres. Est-ce que ça a accéléré des usages d'achat à distance, justement, ou sur le digital ? Tout à fait. Donc on a dynamique porteuse durant le Covid. Depuis, les choses se sont bien passées. Bon, ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé début 2022, avec un changement de paradigme complet, un coût de l'argent qui ne cesse d'augmenter. Donc les choses ont un petit peu changé, mais il n'en demeure pas moins qu'en 2022, l'offre s'est bien tenue, la demande également. On est à peu près au niveau de la moyenne à 5 ans. D'accord. Donc on n'a pas à rougir, je pense. En tout cas, le marché se porte bien. Donc l'offre et la demande se tiennent. Mais alors vous mentionnez effectivement deux éléments. C'est vrai que à la réouverture des économies après l'épisode Covid, on sentait vraiment qu'il y avait presque des nouveaux modes de consommation. Il y avait une grosse accélération de la vente à distance et on attendait donc que ça porte donc en conséquence l'immobilier logistique. Vous avez mentionné la hausse du coût du financement. Alors on en parle beaucoup dans cette émission quand on parle d'immobilier résidentiel. Ça a un impact sur l'immobilier logistique également ? La plupart des investisseurs aujourd'hui, enfin à l'époque se finançaient, aujourd'hui se financent un petit peu moins. D'accord. Et in fine, chacun cherche une prime de rendement par rapport à un coût de l'argent pour un État par exemple. Donc début 2022, un investisseur se finançait pour investir dans de la logistique à peu près 150 points de base. Donc ça veut dire 1,5%, si ce n'est pas un peu moins. D'accord. Aujourd'hui, avec la remontée de l'Euribor, c'est plutôt 4,25%, donc quasiment triplé en l'espace de 12 mois. Et donc, ça a eu un impact direct sur la rentabilité des investisseurs et les rendements qu'ils peuvent en espérer. Donc, oui, ça a eu un impact sur les prix. En logistique, le rendement a remonté d'à peu près 100 points de base en 12 mois, donc fin 21. Fin 22, ça va certainement continuer un petit peu à augmenter. Parce que justement, c'est une des questions, alors plus côté investissement, mais quand on voit que c'était parmi les typologies d'actifs immobiliers celles qui offraient ou qui avaient déjà des perspectives de rendement les plus intéressantes, on peut se demander si le fait que tous les investisseurs y soient allés n'a pas contribué à créer finalement ou à aller chercher un rendement là qu'on pourrait aujourd'hui trouver ailleurs et se demander si ça va continuer à être dans la même dynamique. Vous pensez qu'il reste encore une poche d'accélération sur le sujet. Bon, je ne vais pas détruire la non, bien sûr. dans laquelle je travaille, mais néanmoins, de façon objective, la logistique a attiré à peu près au niveau européen et français un quart des investissements. D'accord. Donc c'est très significatif. Il faut quand même se souvenir qu'il y a... Des investissements en immobilier. En immobilier, pardon. Et il y a une demi-douzaine d'années, on était à la moitié de ça. Donc il y a eu effectivement une évolution très significative.
On est, par rapport au bureau, par rapport au résidentiel, théoriquement, on offre des rendements qui aujourd'hui sont, malgré cette décompression, toujours attractifs, parce que donc le taux prime est supérieur à 4,25 aujourd'hui. En résidentiel, c'est un petit peu moins, les bureaux, ça dépend. Surtout, une grande force par rapport au résidentiel qu'on a en logistique, c'est qu'on peut capter l'inflation via une indexation qui aujourd'hui n'est pas limitée. D'accord. Ouais. Et donc ça veut dire que... Donc les locataires payent des loyers plus chers, indexés sur l'inflation, et c'est moins régulé que dans le résidentiel. D'accord. Donc ça, encore faut-il que les locataires puissent les payer. Puissent les payer. Alors je touche du bois, mais pour l'instant on a plutôt des bons retours. D'accord. Oui, ici et là, il y a quelques locataires qui ont des difficultés, mais pour l'instant c'est plutôt un secteur qui, encore une fois, grâce au Covid, a pu bénéficier, a pu gagner plus d'argent, même si les coûts ont augmenté, et qui continue à faire de très belles marges. Il suffit de regarder quelques grands groupes français dans la logistique et le fret maritime qui ont fait de très très beaux résultats. Donc ça marche encore très bien pour eux. Une question basique mais essentielle pour comprendre. Quand j'investis dans l'immobilier logistique, concrètement, je finance quoi? Vous avez parlé de transition des bâtiments. Je finance de la construction, ou est-ce qu'aujourd'hui, en France et en Europe, on a suffisamment de bâtiments pour assurer les besoins en logistique? Concrètement, on finance quoi comme projet? Alors c'est une bonne question. La majeure partie du parc est un parc stabilisé, vieillissant ou pas, mais un parc qui en France, en l'occurrence, a plutôt été construit après 2002, où il y a eu une grosse réglementation sur les autorisations d'exploiter. Donc, ce sont plutôt des actifs existants. Néanmoins, vous pouvez acheter des actifs en développement, et là, dans ce cas-là, avec ou sans locataire. Donc, vous prenez un risque plus ou moins élevé, donc il y a une prime. Donc, on construit encore aujourd'hui des entrepôts logistiques? Ou pas forcément que des entrepôts, mais... On construit des entrepôts, on construit d'autres typologies d'actifs dans la logistique, comme des messageries, comme des actifs du dernier kilomètre. On construit tout ça, et même c'est une tendance qui augmente, j'ai envie de dire. Une chose est certaine, c'est que va y avoir un gros investissement, pour répondre à votre question, sur tout ce qui est ESG, donc les critères environnementaux. Aujourd'hui, on a eu l'occasion d'en parler l'autre jour, les sujets des labels environnementaux sont primordiaux pour les investisseurs, bien sûr, mais aussi pour les banques qui financent. D'accord. Donc, ne pas avoir de label peut être un frein à la liquidité d'un actif. Donc on finance aussi ça aujourd'hui via des CAPEX quand vous détenez l'actif en patrimoine, ou lors de la construction d'un nouveau bâtiment avec un label qui est systématique désormais. On a des statistiques à ce sujet qui sont, je pense, assez parlantes. C'est que 28% des investisseurs aujourd'hui, s'il n'y a pas de critères ESG, s'apprêtent à vendre ces actifs. D'accord. Même dans l'immobilier logistique, où on a peut-être un peu plus de mal à imaginer comment on peut faire la transition de cet immobilier vers quelque chose de plus vert ou plus durable. En fait, il y a des choses assez simples. C'est tout simplement remplacer les chaudières à gaz par des pompes à chaleur. Donc comme dans le résidentiel, finalement. Exactement. D'accord. Ouais. Mettre des panneaux photovoltaïques en toiture, si la structure le permet. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui peuvent être faites. Donc on agit sur la gestion de l'énergie dans un entrepôt comme dans des bureaux ou de l'immobilier résidentiel. Tout à fait. Si j'en viens vraiment d'un point de vue investisseur, il y a deux types d'investisseurs finalement dans l'immobilier logistique. Il y a l'épargnant final, mais aussi finalement les institutionnels qui vont arriver avec des tickets d'entrée peut-être un petit peu plus conséquents. Est-ce que vous constatez, qu'est-ce que vous constatez d'ailleurs, je vous pose la question de manière très ouverte, en matière d'appétence pour ce type d'investissement, pour cette typologie du côté de ces deux grandes catégories d'investisseurs? Alors, les institutionnels continuent à investir, et c'est toujours le même sujet, allocation à l'immobilier, dans la gestion de leur bilan, et ensuite dans l'immobilier, quelle partie est la logistique. Donc la logistique a augmenté pour rattraper tout le retard, parce qu'il y a encore une dizaine d'années, la logistique, c'était pas grand-chose. Mais il y a eu un effet vase communicant entre, par exemple, de l'immobilier de bureau, de l'immobilier de commerce, de l'immobilier résidentiel, qui passait vers du logistique, ou pas forcément? Alors, peut-être. Une chose est certaine, c'est que vous savez, CBRE réalise de temps en temps des sondages auprès des investisseurs avec lesquels on travaille. En l'occurrence, on fait un sondage tous les ans, cette année auprès de 650 investisseurs au niveau européen. Et il ressort de ce sondage que le bureau baisse un petit peu, de 10 points de mémoire. En revanche, la logistique progresse et passe à 23% des intentions d'investissement. Donc on ne sait pas s'il y a un vase communicant, mais... équilibrage, mais
les prix ont augmenté, donc in fine, tout ça se normalise à peu près. Et en mètre carré, on reste à peu près stable. Ensuite, pour répondre à votre question sur les particuliers, et donc dans l'immobilier institutionnel que je traite, il y a les fameuses SCPI. Bien sûr. Et donc ces SCPI, j'ai une statistique qui pour le coup est très parlante. En 5 ans, les volumes engagés par les SCPI ont quasiment été multipliés par 7 pour arriver en 2022 à 500 millions d'euros investis en France dans la logistique. Donc à l'époque, c'était 70 millions, pour faire simple. Aujourd'hui, on est à 500 millions. Et je pense que cette année, parce que ce sont des investisseurs qui investissent sans dette, parce que ce sont les investisseurs qui cherchent du rendement et la logistique permet d'avoir une prime un peu supérieure à d'autres classes d'actifs, ils vont continuer à investir massivement dans la logistique, qui reste un actif liquide dans le contexte actuel. Voilà, c'était l'interview de François-Régis Decausan dans Les Clés de l'Immo. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la taxe sur les logements vacants et plus particulièrement à la hausse de cette taxe sur les logements vacants induite par la loi de finances 2023 depuis le 1er janvier 2023. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Christophe Demerson. Tout d'abord, bonjour Christophe Demerson. Bonjour. Vous êtes président de l'UNPI, l'association qui représente les propriétaires immobiliers en France. Et nous avons également le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thomas Cormand. Bonjour Thomas Cormand. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Wello. Alors on va peut-être dire un petit mot de Wello. Vous proposez aux propriétaires de louer leurs biens pour ensuite les transformer en colocation, c'est ça? Tout à fait. Donc on devient locataire de logements, notamment de grands logements, pour sécuriser les propriétaires, la location et le versement des loyers à long terme. D'accord. Et ça nous permet ensuite d'avoir des appartements en centre-ville dans lesquels on va pouvoir accueillir à long terme également des jeunes actifs et de leur proposer des chambres effectivement en colocation organisée et structurée. Et si vous êtes sur le plateau pour évoquer cette taxe sur les logements vacants, c'est que justement vous donnez peut-être une seconde vie aux logements vacants avec l'offre donc de Wello. On va commencer avec vous Christophe Demerson. Donc depuis le 1er janvier 2023, on a eu un élargissement finalement de cette taxe sur les logements vacants puisqu'on a élargi finalement le champ d'application de la taxe sur les logements vacants. Premier point, avant cette taxe concernait les agglomérations de plus de 50 000 habitants dans des endroits où finalement des zones qu'on appelait tendues en matière de logement. Et maintenant, c'est élargi à toutes les zones qu'on considère tendues. Dans le mode de calcul, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais on prend en compte le niveau de prix, le niveau de loyer, mais aussi maintenant le pourcentage de résidences secondaires finalement dans les zones considérées. Donc ça, c'est pour l'élargissement du champ d'application. Mais en plus de ça, il y a une hausse de la taxe, c'est-à-dire qu'on était à 12,5% à la première année, on passe à 17%, on passe ensuite à 34% pour les années supplémentaires contre 25%. On rappelle que pour être éligible à cette taxe sur les logements vacants, il faut au 1er janvier de l'année en question que le logement ait été vacant au moins un an ou plus d'un an. Exactement. Plus d'un an. Cette hausse de la taxe et cette hausse du champ d'application, qu'est-ce que ça vous évoque? Quelle est votre réaction, Christophe Demerson? Alors ma réaction, elle est simple. J'allais dire aujourd'hui dans l'immobilier, c'est hausse à tous les étages. Hausse à tous les étages. Et ce que je peux dire surtout, c'est que la suppression de la taxe d'habitation, elle n'a pas fini de nous coûter cher. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est une explosion des impôts fonciers, et puis à côté, une explosion des impôts fonciers sur la résidence secondaire, des taxes d'habitation sur la résidence secondaire, maintenant des logements vacants. En réalité, ce que le législateur cherche, en réalité, c'est de la matière fiscale, donc des recettes pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Donc vous pensez qu'il y a un lien direct avec la suppression de la taxe d'habitation, Absolument. Comme on a pu le dire pour la taxe foncière, par exemple? Absolument. Ben, de toute façon, il faut se mettre à la place des collectivités locales. Les collectivités locales, elles ont des besoins. Aujourd'hui, maintenant, les propriétaires privés sont les seuls à participer, à mettre la main au pot. Donc, ils payent et ils n'ont pas fini de payer, j'allais dire malheureusement, puisqu'on va le voir, je pense, tout à l'heure, il va y avoir des incidences pour tout le monde et pour les locataires en particulier. Alors, justement, l'objectif affiché, c'est d'adresser un signal prix aux propriétaires, pour le coup, qui laissent ces logements vacants et leur montrer finalement que ça leur coûterait moins cher de mettre ces logements en location que de les garder inoccupés. Ça, c'est pas la bonne stratégie, selon vous? Non, mais là, on sourit. Là, ça, c'est une fable, en réalité.
Ça, c'est une fable. En réalité, c'est complètement une fable. Ce qui se passe en réalité, c'est que le législateur s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'argent, les maires ont besoin d'argent, donc maintenant, on est prêt à habiller toutes les histoires pour trouver de l'argent. Ce qu'il faut voir en réalité, c'est que déjà, si on parle de logements vacants, déjà, il y a 3 catégories de logements vacants, on peut dire d'une manière générale. Il y a les logements vacants avec une vacance subie, une vacance locative subie. Qu'on n'arrive pas à louer. On n'arrive pas à louer. D'accord. Ça, c'est 70% du territoire. C'est 70% du territoire où les gens se démènent pour essayer de louer, mais il n'y a pas de demande. À côté de ça, on a une demande dans les villes moyennes, et puis après ça, on a une demande de location dans les grosses métropoles. Ce qu'on voit dans tous les cas, c'est aussi un problème avec les travaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde prend peur, tout le monde a pris peur. Je m'en désole parce que je veux dire, la rénovation énergétique, c'est un enjeu important. Le problème, c'est qu'il y a un climat anxiogène qui a été amené. Et aujourd'hui, tout le monde a peur. Il faut savoir, par exemple, je vous donne un seul exemple, c'est que le congé pour travaux, il a été retoqué au niveau de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, cavalier législatif. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous devez faire des travaux et que vous avez un locataire, c'est pas possible. Vu maintenant tout ce qui se profile à l'horizon et les interdictions de louer, le propriétaire, et je me mets à sa place, il est prudent. Et donc il ferme son logement à la fin. D'accord, et il laisse son logement vacant parce que c'est plus simple finalement. C'est plus simple, et puis surtout, il essaye de trouver des artisans pour faire les travaux. Thomas Cormand, alors du coup, quand on regarde l'activité de Wello, on se dit une hausse de la taxe sur les logements vacants, c'est peut-être une opportunité justement pour inciter ces locataires, je reprends ce même argument, même si Christophe Demerson nous dit que c'est une fable, pour inciter les propriétaires à mettre leur logement en location. Alors, je ne suis pas ici pour débattre, en tout cas sur le sujet de la position et les avances du gouvernement. Néanmoins, effectivement, il y a des solutions qui existent. J'aime beaucoup le chiffre de 70% des logements vacants qui représentent quasiment un logement sur 10 en France à l'heure actuelle, qui ont du mal à se louer, et on le sait. Et du coup, il y a des solutions qui existent et on travaille avec nos propriétaires sur ces solutions parce que Wello a été créé pour répondre à cette vacance et pour aider la location des grands logements. On le sait parce que finalement les grands logements, notamment il y a 300 000 logements dans les zones les plus vacants depuis plus de 2 ans dans les zones les plus tendues en France. Et parce que là vous faites le lien entre vacances subies et grands logements, il y a un lien direct entre les deux ? Tout à fait. En tout cas, ce que l'on remarque, c'est que il y a une quote-part de ces logements vacants qui concernent les grandes surfaces. Grandes surfaces qui, au centre-ville, ont un loyer important. Je prends l'exemple d'un appartement de 100 mètres carrés à Paris, dans le 15e, 2500 € de loyer. Pour le cadre locatif normal, 3 fois le montant du loyer pour accéder à la location, ça correspond à une infime partie de la population qui soit est intéressée pour devenir propriétaire, soit est intéressée pour plutôt avoir plus grande surface. Donc le logement reste vacant. Le logement reste vacant. En plus de ça, il y a des risques. Les risques qu'on connaît, les inquiétudes des propriétaires face à la vacance, face à la dégradation, face aux impayés. Et donc, Wello s'affiche comme locataire et porte ces risques pour le propriétaire en lui disant ça nous intéresse, les grands logements. Pourquoi ? Parce qu'on va devenir locataire et ensuite on va diluer ce risque en ayant plusieurs payeurs, puisqu'on va sous-louer chaque chambre. Parce que le propriétaire de ce bien, s'il voit la taxe sur les logements vacants augmenter, qui pourrait aller jusqu'à 34% s'il reste vacant longtemps, en fait, c'est pas, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas un sujet de hausse de taxe, ça ne changera pas le problème du propriétaire vis-à-vis de la mise en location de son bien ? En fait, il y a des solutions en amont, c'est-à-dire que si on réfléchit effectivement, l'idée n'est pas de pénaliser des propriétaires, mais de réfléchir ensemble aux solutions. Et d'ailleurs, il y a certaines solutions qui ont été évoquées, mais c'est de réfléchir en amont aux solutions qui peut y avoir à disposition des propriétaires. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a effectivement cette asymétrie. Pourquoi il y a 100 000 logements vacants Paris intramuros, alors qu'il y a une crise du logement et qu'on connaît pour les locataires qui ont du mal. C'est une incohérence. Et du coup, si on regarde effectivement l'intrinsèque de ça, on se rend compte qu'effectivement, il faut aider les propriétaires avec des solutions concrètes, diluer le risque et pour permettre effectivement de multiplier l'offre locative. Christophe Demerson, je reviens sur ce signal prix. Alors là, vous nous avez donné la réponse effectivement sur ce qui a amené potentiellement, selon vous, à cette hausse de la taxe. Si on se place du point de vue du propriétaire, est-ce qu'une hausse
conséquente de la taxe comme on la voit aujourd'hui pourrait forcer des propriétaires à mettre leurs biens en location de manière classique, ou est-ce que de toute façon ça ne réglerait pas le problème et il faut passer par des solutions alternatives? Comme on est entre nous, je vais vous le dire. On vous écoute, ça ne sortira pas d'ici. Au contraire, je veux dire, tout ce qui est anxiogène, on le sait. Tout ce qui est anxiogène, en réalité, ça va contre le marché, ça va contre tout. Donc au contraire, il va y avoir encore plus ça va encore plus se refermer et les gens réfléchissent à des arbitrages en famille, etc. Donc ça prend du temps si on fait des travaux, pas de travaux, etc. Moi, et tout à l'heure, ce qu'a dit Thomas est intéressant, il a dit on réfléchit ensemble. Le problème, c'est que tout de suite, il y avait deux stratégies, c'est ou de l'incitatif ou du purement répressif. Ce qu'on voit, nous, depuis un moment, c'est uniquement du purement répressif. Je veux dire, vous ouvrez les journaux, moi j'ai ouvert encore un journal hier, je lis quoi? Immobilier, hausse à tous les étages. Je veux dire, le propriétaire, il lit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a encore un peu plus peur. Il n'y a pas besoin qu'il ait plus peur, normalement. Ce qu'il faudrait, au contraire, c'est le rassurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vend à la fin? J'allais dire, malheureusement, souvent, il vend. Et ce qu'on voit, par exemple, à Paris, si on prend Paris, quand on vend des appartements, qui c'est qui achète aujourd'hui à Paris? En ce moment-là, qui c'est qui achète? C'est des Italiens, c'est des Américains qui achètent en ce moment. Le dollar avait baissé, les Américains achètent. Non, en réalité, ce qu'il faut, c'est rassurer les propriétaires. La rénovation énergétique, elle ne va pas se faire sur un champ de ruines. Je n'y crois pas, c'est pas vrai. Et alors, c'est pas la rénovation énergétique, on va y venir. Juste une dernière question sur la taxe avant effectivement d'ouvrir sur la rénovation énergétique. Ça veut dire qu'une hausse de la taxe ne conduira pas à plus de location, mais plus de mise en vente de logements, selon vous? Ça va faire plus de mise en vente de logements. Ça va surtout aussi faire de l'attentisme, c'est-à-dire que les gens vont payer 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'arbitrer. Et là, je ne sais pas ce qu'ils feront, s'ils font les travaux en fonction des coûts et de ce qui va se passer, et de la législation, parce que peut-être que le législateur va aussi s'assagir et qu'il va prendre conscience qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que ce que disait Thomas avec sa solution, nous, ça nous intéresse, parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, on essayait de réfléchir ensemble. Oui, ça peut être une alternative, pourquoi pas? Justement, Thomas, alors effectivement, pour bien expliquer, il y a aujourd'hui un calendrier d'interdiction de location vis-à-vis des passoires thermiques. Pour mettre un bien en location, il faut, lorsqu'on est classé E, F ou G, faire des travaux sous peine d'être interdit de pouvoir louer son bien selon un calendrier qui a été défini par le gouvernement. Est-ce que ça pose problème sur une solution comme Wello ou de manière plus générale? C'est-à-dire qu'il faut, pour mettre en location, pouvoir faire les travaux. Donc en fait, il faut commencer par faire un investissement supplémentaire sur son bien avant potentiellement de mettre en location. C'est une vraie question. En 2020, on a lancé Wello en s'intéressant et en travaillant avec les propriétaires sur comment répondre à cette vacance, et cette vacance spécifique de difficulté de mise en location. Aujourd'hui, on s'intéresse à la difficulté de tout ce qui est rénovation énergétique. D'accord, ouais. Et ce que l'on est en train de mettre en place, et c'est assez inédit puisque c'est des choses qu'on est en train de structurer avec nos partenaires propriétaires, c'est de pouvoir effectivement les aider dans cette transition énergétique, de mise en place des travaux. Et on sait qu'une des raisons pour laquelle c'est effectivement difficile pour les propriétaires de le faire, il y a le sujet du coût, il y a effectivement le sujet du matériel, mais il y a aussi le sujet du coût qui est ressenti, et de se dire comment on pourrait faire pour que, en devenant locataire, nous, Wello, de l'appartement, après rénovation, on puisse aider, en plus des primes à disposition, on puisse aider les propriétaires à amortir les coûts des travaux. Les coûts des travaux sur la location meublée, puisqu'on va permettre... Donc ça veut dire qu'il faut, si j'élargis au-delà de Wello, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des acteurs économiques qui se saisissent du sujet pour venir accompagner les propriétaires, c'est ça? Je pense que dans n'importe quel marché, notamment l'immobilier, et ça c'est très vrai, notamment puisqu'il y a énormément il y a de l'émotionnel aussi, et il y a aussi des situations de friction. On a besoin d'acteurs qui viennent interroger très localement et travailler très localement pour fluidifier ces interactions. Et aujourd'hui, on est dans une friction qui est énorme, qui est alarmante quasiment. Est-ce qu'on peut parler, je vous pose la question à tous les deux, on va commencer avec vous Thomas, de crise du logement en 2023 en France? Tout à fait. Et c'est plus un mirage comme on pouvait l'entendre, ne serait-ce qu'il y a encore quelques mois ou quelques années. Là, on parle de crise du logement. C'est réel. On voit des jeunes qui passent plus de 3 mois à trouver un logement à Paris. On voit des salariés qui ont un mal fou, qui doivent refuser
des emplois parce qu'ils n'ont pas la capacité de se loger. C'est une vraie crise. Ça impacte l'économie, ça impacte la vie sociale, ça impacte la vie de la ville, et c'est un vrai sujet, et ça ne va pas en s'améliorant. Christophe Demerson, même question, vous constatez, vous aussi, vous parleriez de crise du logement ? Malheureusement, oui. J'en avais parlé déjà il y a un moment, quand j'avais vu le calendrier, quand j'avais vu la mise en place du DPE qui a beaucoup de difficultés, notamment sur l'étalonnage, surtout sur les petites surfaces. Et ce qu'on voit sur les petites surfaces, Thomas parlait tout à l'heure des étudiants, et bien évidemment, et ça, Dieu sait que j'ai prévenu personnellement la ministre à leur en place, Emmanuelle Vargon. J'ai depuis prévenu Olivier Klein là-dessus, le ministre du Logement. Évidemment que vu que le DPE est calibré pour dynamiter les petites surfaces et pour les faire fermer, et il ne faut pas s'étonner qu'elles ferment. Donc aujourd'hui, les petites surfaces, elles ferment. Nous, on avait dit qu'on allait fermer 400 000 petites surfaces d'ici la fin de l'année. C'est sûr qu'elles vont être fermées, notamment les tout petits appartements, les chambres de bonne, etc. Donc ça, évidemment, on le ferme, ça c'est sûr. Et je pense que si on avait fait avec un petit peu plus de dialogue et un petit peu plus de sérénité pour accompagner tout ce monde et regarder, par exemple, le catalogue des exemptions, tout le monde sait que les petits appartements, par exemple, ils sont sous les toits, où ils sont au rez-de-chaussée, il y a des choses, il faut être pragmatique, il faut regarder comment on peut faire. Et le maître mot de tout ça, j'allais dire, c'est le dialogue. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Christophe Demerson d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de l'UNPI. Merci également Thomas Cormand. Je rappelle que vous êtes fondateur de Wello. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.